Je tiens à préciser que cette histoire est vraie, et au moment où je l'écris, elle s'est produite il y a environ 6 mois, à la mi-novembre 2017. Je travaillais chez Chick-fil-A dans ma ville natale, au Nouveau-Mexique. Une toute petite ville, à peine 5000 habitants, mais bon, ça suffit pour planter le décor. Tout a commencé quand on m'a appelé pour remplacer un nouvel employé qui ne s'était pas présenté à son poste. C'était déjà la 3e fois d'affilée, alors mon manager m'a contacté. Ça ne me dérangeait pas trop d'y aller. L'argent c'est l'argent, et je savais que certains collègues que je connaissais bien seraient là, donc je me disais que le temps passerait vite. En plus d'eux, il y avait 3 autres membres du personnel que je connaissais moins. Ils avaient commencé il y a quelques mois à peine, et je n'avais pas vraiment eu le courage de leur parler. Pour les besoins de cette histoire, je vais leur donner des prénoms. Alex, Luc et Eric. Quant à mes 2 amis, ce sont Lucie et Sam. Pour être clair, Alex était le manager. Ce soir-là, l'ambiance était un peu étrange. Il n'y avait presque pas de clients, ce qui changeait de d'habitude, mais je ne m'en plaignais pas. Je me suis dit que la charge de travail serait plus légère, même si le service serait un peu plus long. Vers 23h, Luc et Alex sont partis, nous laissant, Eric, Sam, Lucie et moi, gérer la dernière heure du service de nuit. Puis à notre grande surprise, il y a eu un afflux soudain de clients. En l'espace de 10 minutes, on avait servi une 20aine de personnes, et c'était un peu la panique. Pendant ce rush, Eric s'est blessé en se brûlant la main sur le grill. Lucie a dû l'emmener à l'hôpital, ce qui a laissé Sam et moi seuls pour finir de servir, de nettoyer et de fermer à minuit comme prévu. À part ce pic de clients, tout s'est déroulé normalement, même si on était en sous-effectif et qu'on a dû rester une demi-heure de plus pour terminer le nettoyage. Une fois le ménage fini, Eric est parti et j'ai terminé la fermeture. Je bossais là depuis 2 ans, donc j'imagine que Sam me faisait assez confiance pour me laisser gérer. Bref, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à marcher vers ma voiture. Mais avant même d'y arriver, j'ai senti un coup violent à l'arrière de ma tête. La seconde d'après, je me réveillais dans un fauteuil de salon. J'ai essayé de me lever, mais j'étais totalement paralysée. Le seul truc auquel je pouvais comparer ça, c'était la paralysie du sommeil. Là, j'ai commencé à paniquer. 1000 pensées me traversaient l'esprit. Qui m'avait fait ça? Pourquoi? Pourquoi je ne pouvais plus bouger? Vous voyez le genre de questions qu'on se pose quand on se réveille dans une situation pareille. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais tout ce qui sortait de ma bouche, c'était un marmonnement incompréhensible, comme quelqu'un qui vient de faire un AVC. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix. « Bien, bien, tu t'es réveillé. » Mes yeux ont cherché la provenance de cette voix, mais je ne pouvais même pas tourner la tête, ni bouger un seul muscle. J'étais terrifiée. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Puis la personne s'est avancée. Elle était grande. C'était Eric. Il portait un masque chirurgical. Son regard était terrifiant et il tenait un scalpel à la main. Là, j'ai complètement paniqué. Il a dit « Ça fait des mois que j'attends ce moment ». Sans hésiter, il a commencé à me trancher le bras avec le scalpel. Et à la façon dont il s'y prenait, on voyait bien que ce n'était pas la première fois. La douleur était insupportable, mais je ne pouvais que gémir. Pas bouger, pas crier. Et puis, miracle, sirène, gyrophare. C'était la police. Eric s'est levé, le couteau toujours en main, déstabilisé par les bruits. En quelques secondes, les flics ont défoncé la porte. Eric refusait de lâcher le scalpel, alors ils lui ont tiré dessus. Les secours sont arrivés peu après. Les policiers avaient réussi à stopper l'hémorragie. Ils ont aussi compris qu'il m'avait drogué avec une substance faite pour me paralyser, probablement pour que je sois conscient, que je le vois me découper vivant. Plus tard, j'ai appris que si j'étais encore en vie, c'était uniquement parce que Lucie et Sam étaient repassés au restaurant et avaient vu que ma voiture était toujours là. Ils ont regardé les images des caméras de sécurité et m'ont vu me faire frapper à la tête par Eric. Ils ont appelé les flics aussitôt. Et j'ai aussi appris que je n'étais pas sa première victime. Le type dont je couvrais le service ce soir-là, il ne s'était pas absenté. Eric l'avait tué. Il y a environ 5 ans, je vivais dans une petite ville rurale, dans un immeuble qui n'avait franchement rien à faire là. Il était situé à environ 5 km de la ville, au bout d'une route de campagne avec très peu de maisons aux alentours. Cela dit, l'endroit était toujours calme.
mis à part quelques voisins alcoolisés de temps à autre. C'était une journée normale. Je faisais les 3x8, donc je dormais dès que je rentrais du boulot, sauf si je ne travaillais pas la nuit suivante. Le 7 août, une date que je n'oublierai jamais, je suis rentrée du travail. Je me suis dit que j'allais faire une petite sieste avant de sortir pour quelques courses. Je me suis réveillée, habillée, et j'étais sur le point de monter en voiture quand mon voisin, Tyler, m'a arrêtée. Il m'a demandé ce que je faisais la nuit précédente. Il m'a expliqué qu'il m'avait vu dehors, en train de bidouiller une des moustiquaires de ma fenêtre. Je lui ai assuré que j'étais au boulot la nuit d'avant, et que c'était sûrement un abruti saoul. J'ai poursuivi ma journée, fait mes courses, puis je suis rentrée vers 20h. J'ai rangé les provisions et allumé la télé. Honnêtement, j'avais complètement oublié cette histoire. Vers 23h ou minuit, je suis allée me coucher. J'ai éteint la télé et je me suis dirigée vers les escaliers. J'étais à mi-hauteur quand j'ai entendu un gros bruit venant du salon, là où j'étais quelques secondes plus tôt. Je suis restée figée une trentaine de secondes, puis j'ai décidé de continuer à monter. À peine 5 secondes après, j'ai entendu le bruit d'une vitre exploser, ma fenêtre du salon. Alors voilà, je suis un grand gars, 1m93 pour 130 kg. Autant dire que je n'ai aucune tolérance pour quelqu'un qui s'introduit chez moi. Dans ma tête, je me disais que n'importe qui verrait ma carrure et prendrait la fuite. Mais non. Je suis redescendue en trombe pour voir ce qu'il se passait, et effectivement, un homme était à moitié passé par ma fenêtre. Je suis restée paralysée. J'avais entendu ce genre d'histoire des centaines de fois, et maintenant c'était mon tour. Il a atterri au sol, s'est relevé, et nos regards se sont croisés. Le seul truc que j'ai réussi à dire, c'est « Sors immédiatement de chez moi !» Mais lui, il avait d'autres plans. On est resté planté là à se fixer, pendant ce qui m'a paru une éternité. Il avait ce sourire figé, presque paralysant. C'est là que j'ai vu le couteau dans sa main. J'ai dit à voix haute « Tu fais un pas de plus, je te tue !» Il n'a pas bougé, mais il m'a répondu « Si t'avais bossé ce soir, tout ça serait jamais arrivé. » Et là, j'ai compris. Ce type voulait me tuer. Ou du moins essayer. J'ai fait demi-tour, couru à l'étage, atteint ma chambre et claqué la porte. Elle ne se verrouille pas, malheureusement. Mais j'ai mon Smith & Wesson calibre 45 toujours posé sur ma table de nuit. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le 911. J'ai expliqué la situation à la standardiste et je me souviendrai toujours de sa réponse. Si votre porte s'ouvre avant que les agents arrivent, vous êtes en droit de vous défendre. Là, dans ma tête, je me suis dit « Viens, essaye, tu vas voir ». Je n'entendais plus rien en bas. Silence complet. Je suis restée immobile. 5 minutes plus tard, j'ai entendu les flics arriver. J'ai ouvert ma fenêtre et crié. Je ne savais même pas si l'homme était encore en bas. Ils m'ont dit de rester là-haut. J'ai jeté mes clés par la fenêtre pour qu'ils puissent entrer. Puis j'ai entendu ma porte d'entrée s'ouvrir. « Lâche le couteau, à terre !» a crié un des agents. 2 minutes plus tard, un autre flic a crié que je pouvais descendre. Je suis sortie de ma chambre pendant qu'il l'emmenait à la voiture. Une des policières m'a expliqué qu'en entrant, il l'avait trouvé assis tranquillement sur mon canapé. Il ne faisait rien. Il était juste assis là. Ça m'a glacé le sang. Qu'est-ce qu'il attendait ? Qu'est-ce qu'il foutait là dans mon salon ? Depuis, j'ai déménagé à plus de 60 km de là. Je n'ai plus jamais eu de soucis. Mais ce soir-là, il me hante encore. Ce que je peux dire, c'est « protégez-vous ». On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans son cas, il semblait savoir quand je bossais, pensait sûrement que je n'étais pas là. Mais alors pourquoi rester en bas, assis, avec un couteau ? Il ne voulait sans doute pas me cambrioler. Il voulait peut-être m'attendre et me tuer à mon retour. C'est une histoire que ma mère a racontée à mes frères, sœurs et moi. À l'époque, elle travaillait comme femme de ménage dans un immeuble de bureau avec plusieurs autres employés. Un soir, elle a accepté de faire le service de nuit pour remplacer une amie. D'habitude, elle travaillait le matin et finissait presque toujours avant midi. Ce soir-là, on lui a confié la tâche de nettoyer l'étage le plus haut, puis de redescendre en nettoyant chaque étage jusqu'à la moitié de l'immeuble environ. Avant qu'elle n'obtienne ce poste, certains de ses collègues, qui travaillaient là depuis bien plus longtemps, lui avaient raconté que le 8e étage était hanté.
On disait qu'un fantôme y hurlait de façon horrible vers minuit. Évidemment, elle avait été surprise, mais pas vraiment impressionnée. Elle pensait que ses nouveaux collègues essayaient simplement de lui faire peur. Après tout, elle était nouvelle et n'était là que depuis quelques semaines. Elle m'a aussi expliqué que chaque étage possédait un cadran pour régler les lumières, qu'il fallait ajuster pour une durée déterminée. Une fois le temps écoulé, les lumières s'éteignaient progressivement, étage par étage. En général, elle passait 1 heure par étage avant de descendre au suivant. Ce soir-là, une fois qu'elle eut terminé le 9e, elle descendit au 8e. Elle régla le minuteur sur 1 heure et se mit au travail. Au bout de 55 minutes, elle m'a raconté qu'elle avait soudain entendu l'un des hurlements les plus glaçants et terrifiants de toute sa vie. Un cri qui semblait venir du couloir, ou plus précisément d'un des bureaux qu'elle nettoyait. Paniquée, elle a tout laissé tomber et s'est mise à courir vers l'ascenseur. Derrière elle, elle entendait les pleurs puissants d'une femme, comme ceux que l'on n'entend que dans les films d'horreur. Pendant qu'elle fuyait en courant, les lumières qu'elle avait réglées pour 1 heure commençaient à s'éteindre, une à une, plongeant l'étage dans une obscurité progressive. Elle a fini par atteindre l'ascenseur et sortir saine et sauve. Dès le lendemain, elle a passé un coup de fil pour démissionner. Je vis dans une petite ville du Kentucky, où il ne se passe jamais grand-chose. J'ai 22 ans, je suis opérateur bénévole pour le 911, et j'ai aussi une sorte de don. Je peux voir et entendre les esprits. Cette histoire remonte à environ 4 ans, et elle continue encore aujourd'hui. Je travaillais un soir de garde et j'ai décidé de pointer un peu plus tôt que prévu. J'ai rangé mes affaires et prévenu mon superviseur que je rentrais chez moi. Mais soudain, un autre bénévole est arrivé en courant, nous expliquant qu'une voiture venait d'être retrouvée abandonnée, sans trace de la conductrice. La police s'est lancée dans des recherches un peu partout pour retrouver la femme en question. Appelons-la Krista. Apparemment, Krista rentrait chez elle par la BG, et d'après les policiers, sa voiture avait dû tomber en panne. 1 an s'est écoulé. Depuis cette nuit-là, plus personne n'a revu ni entendu parler de Krista. Elle avait disparu. Les gens de notre ville ont commencé à dire qu'elle devait être morte, ou qu'elle s'était peut-être enfuie. La police a mené une enquête complète, mais ils n'ont rien trouvé. Tout le monde pensait que son petit ami, Beau, était lié à la disparition, mais les policiers n'ont jamais pu le prouver. Tout ça s'est passé il y a environ 4 ou 5 ans. Et là, vous vous demandez sans doute, quel est le rapport avec moi ? Eh bien, il y a quelques mois, j'ai commencé à faire des cauchemars, des rêves récurrents, toujours sur la même femme. Sa voiture tombait en panne, elle partait chercher de l'aide, puis se faisait enlever. Ça vous dit quelque chose ? Ça devrait. Parce qu'à l'époque, je ne savais même pas que la voiture de Krista était tombée en panne, ni qu'il pensait qu'elle était partie chercher de l'aide. Tout ce que je savais, c'était qu'une voiture avait été retrouvée sur le bord de la route, rien de plus. Mais au fil du temps, les cauchemars sont devenus de plus en plus détaillés, de plus en plus violents. Et le dernier que j'ai fait, je l'ai vu très clairement. 2 hommes en train d'enterrer un corps dans les bois. Je suis persuadée que Krista a été assassinée. Et je crois qu'elle essaye de me montrer où ces tueurs ont enterré son corps. Je vis aujourd'hui dans une grande ville, après avoir quitté une petite ville il y a quelques mois. Je suis à l'université et je prépare une licence en justice pénale. Je vis avec ma mère et mon fils de 2 ans dans un vieil immeuble dans lequel on vient tout juste d'emménager. Je trouvais que l'immeuble semblait sûr, mais ce qui m'est arrivé il y a environ 1 semaine m'a fait complètement changer d'avis. Je travaille de nuit. Je commence à 17h30 et je finis en général vers 4h du matin. C'était quelques jours après Halloween, et ma mère gardait mon fils à l'appartement. Un collègue me dépose parfois, et ce soir-là, il venait justement de me ramener chez moi. Comme je suis une jeune femme seule et qu'il fait nuit dans une grande ville, il a pris l'habitude de m'accompagner jusqu'à la porte. Je le remercie, puis je cherche ma clé, parce que l'entrée de l'immeuble est censée être verrouillée après 22 heures. Normalement, seuls les résidents peuvent entrer après cette heure-là. Mais quand j'ai tourné la poignée, la porte s'est ouverte sans même avoir besoin de la clé. C'était bizarre. Je me suis dit, c'est pas normal, ces portes ne sont jamais ouvertes comme ça. Je suis entrée et j'ai pris l'ascenseur. À l'intérieur, je me suis penchée pour ranger ma clé dans mon sac, et là,
j'ai entendu quelqu'un monter avec moi. Quand j'ai levé la tête, j'ai eu une de ces frayeurs. Devant moi se tenait un homme déguisé en clown, une tenue complète, costume bleu à rayures blanches, immenses chaussures de clown bleu, perruque bouclée bleue, nez rouge et maquillage bleu et rouge qui dessinait un sourire. Mais lui, il ne souriait pas. Son visage était figé dans une expression vide et glaciale. Les portes se sont refermées. J'ai dit poliment « bonsoir » comme je le fais toujours. Mais à ce moment-là, son regard vide s'est transformé en une expression sinistre. Tandis que l'ascenseur montait, je me suis demandé « qu'est-ce qu'il fiche ici à cette heure-ci ? Il y a une fête ou quoi ?» Mais bon, on ne fait pas de fête d'anniversaire à 5 heures du matin, surtout pas pour des enfants. Et c'est normalement le seul contexte où on voit des clowns. Puis j'ai remarqué qu'il portait un sac. Je ne l'avais pas vu en entrant. Il m'a fixé avec son regard malsain, s'est penché et a sorti quelque chose de ce sac. À ce moment précis, l'ascenseur s'est arrêté au 6e étage, là où j'habite. Les portes se sont ouvertes et j'ai commencé à sortir en disant « Passez une bonne matinée ». Il a relevé la tête et son expression sinistre s'est changée en un sourire encore plus terrifiant. Ce qu'il avait sorti de son sac ? Un énorme couteau de cuisine. J'ai hurlé et je me suis mise à courir dans le couloir. Je vous jure que ce clown m'a poursuivi en rigolant comme un fou. J'ai couru de toutes mes forces, en entendant ses pas derrière moi. Quand j'ai enfin atteint ma porte, j'ai attrapé mes clés, j'ai ouvert la porte juste au moment où il arrivait derrière moi avec le couteau. J'ai claqué la porte sur lui et je me suis ruée sur le téléphone pour appeler le 911. Après mon appel, j'ai regardé par le Judas. Plus personne. Ma mère s'est réveillée et je lui ai tout raconté. Peu après, les policiers sont arrivés. Mais le clown avait disparu. Ils m'ont dit qu'ils me croyaient, et pour cause. Dans l'immeuble d'à côté, un homme avec exactement le même costume de clown avait été aperçu. Et il correspondait à ma description. Et quelques jours auparavant, dans le quartier, une femme avait été retrouvée étranglée chez elle. Un témoin avait affirmé avoir vu un clown rôder dans les parages. Heureusement, la police a promis d'augmenter les rondes et il continue à surveiller l'immeuble. Alors, s'il te plaît, clown flippant, ne t'approche plus jamais de moi. Quand j'avais 7 ans, on a déménagé avec ma mère et mes 2 grands frères, 13 et 15 ans à l'époque. On a emménagé dans une rue construite sur d'anciens rails de tramway du début des années 1900. Les maisons elles-mêmes étaient assez récentes, des rangées de maisons mitoyennes. Elles avaient à peine 15 ans quand on y est arrivé. Chaque maison avait un petit jardin à l'arrière, séparé par une clôture en bois d'environ 1 mètre de haut. Et tout au fond, il y avait un grand mur en béton, d'environ 2 mètres de haut, qui séparait les jardins d'un parc public juste derrière. À cet âge-là, je passais la plupart de mon temps à m'occuper tout seul. L'écart d'âge avec mes frères faisait que j'étais souvent laissé de côté et mes parents venaient de divorcer. Alors, je m'inventais des jeux, des aventures. Je jouais dans le jardin avec mon imagination. C'était normal de me trouver en train de jouer seul derrière la maison. On avait aussi des lapins qui vivaient dans un clapier adossé au grand mur du fond. Comme j'étais curieux, j'aimais monter sur le clapier pour regarder par-dessus le mur, vers le parc. Je faisais un peu de people watching version enfant. Je regardais les gens passer dans le parc, inventais des histoires dans ma tête. Ce soir-là, je me souviens qu'il faisait chaud et que le soleil se couchait un peu tard. Je ne me rappelle pas l'heure exacte, mais d'après la lumière dans mes souvenirs, il devait être vers 19h. J'étais debout sur le clapier, à observer le parc, comme d'habitude, quand j'ai eu une drôle d'envie de tourner la tête vers la droite. La disposition des maisons est importante ici. Chez nous, l'arrière donne sur la cuisine, mais chez les voisins de droite, leur salon est à l'arrière. Quand je tourne la tête à droite, je vois que la porte vitrée de leur salon est ouverte, mais aucune lumière n'est allumée dedans. La pièce est complètement noire et je ne distingue rien. Je sais que le canapé est tourné vers cette porte, donc quelqu'un assis là serait pile en face de moi. Et c'est là que je les ai vus. 2 points rouges, alignés, immobiles, flottant au milieu de la pièce noire. Je me suis mis à plisser les yeux, à essayer de comprendre ce que je voyais, et je te jure que ce que je vais te décrire, je ne l'ai jamais oublié.
ces 2 points rouges ont bougé. Ils ont fait un arc lent vers le haut et la droite, comme si quelqu'un assis se levait et que ses yeux suivaient naturellement le mouvement. En même temps, la forme sombre derrière ses yeux semblait se rapprocher doucement de la porte. Je ne pouvais pas distinguer de détails, juste une silhouette noire. J'ai paniqué, je suis redescendue du clapier et j'ai couru jusque dans le salon, tout à l'avant de la maison, pour prévenir ma mère. Elle m'a dit que ce n'était sûrement rien, alors malgré tout, je suis retournée dehors. Je remonte sur le clapier, j'ai regardé immédiatement vers la porte des voisins, et là, la silhouette est debout dans l'embrasure. Elle regarde le jardin, dans ma direction. Ses yeux rouges sont toujours là. Cette fois, je ne prends pas de risque. Je redescends, je rentre dans la maison, et je n'y retourne plus de la soirée. J'ai oublié cette histoire pendant des années, mais j'ai toujours eu peur du noir, et surtout, je déteste regarder par une fenêtre la nuit, surtout si elle donne sur l'arrière de la maison. Il y a quelques années, quelque chose m'a ravivé le souvenir de ce soir-là, et à chaque fois que j'en parle, même aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux, parce que j'ai vraiment eu peur, et je me souviens encore de chaque détail. Mes voisins vivent toujours là, mais je n'ai jamais eu le courage de leur demander s'ils avaient vu ou vécu quelque chose eux aussi, ou s'ils avaient la moindre explication pour ce que j'ai vu ce soir-là.